Si on l'a fait, c'était pour nous, parce que c'était en nous. 30 juin 2024, nous sommes invités à la Japan Tour pour parler du livre que nous avons financé. Fragment. Lors de cette convention, Amanaru, l'un des auteurs, invite un ami avec qui il vient tout juste de remporter un prix au Japon. Le soir, on discute et j'évoque mon envie de faire des vidéos. En août, on décide de se fixer une date. Du 9 au 15 septembre, on va faire un documentaire sur le processus de création d'un one-shot. Ce documentaire, je le fais avec Mukashi. De son côté, il a 15 jours pour trouver une idée de one-shot et faire toutes les recherches nécessaires. Moi, j'ai 15 jours pour acheter et apprendre à utiliser une caméra, ainsi que préparer pour la première fois la trame d'un documentaire. On est le 9 septembre et voici... Est-ce que ce que l'on a voulu éviter, le blocage créatif, l'art block, tu l'as déjà vécu? Tout le monde a déjà été bloqué. Tout le monde, surtout quand on fait de l'art, c'est quelque chose d'inévitable. Donc bien sûr, j'ai été bloqué un nombre inimaginable de fois. À force, avec le temps, on développe certains mécanismes de défense qui font qu'on est prêt et on peut éviter au fur et à mesure ces blocages. Donc pour cette histoire, j'ai pas forcément eu de blocage, j'ai pas ressenti cette difficulté, mais surtout à mes débuts, ouais, je l'ai ressenti beaucoup. Et du coup, les fois où tu as ressenti ce blocage, comment tu l'as surmonté? Bon, chacun a sa manière de faire. Chacun a sa manière. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui vont dans tous les sens. Chaque fois que j'ai une idée ou une pensée quelconque, des bonnes, des mauvaises, je les attrape, je les note. J'ai commencé à noter de partout. Dans téléphone, cahier. J'ai des cahiers remplis de bonnes, mauvaises idées. Même des idées que je savais que j'allais pas utiliser, hein. Mais je les garde pour plus tard et après tu les fais mûrir, tu t'en sers, tu les modifies, tu les jettes, tu les mélanges et après au final ça crée peut-être des années plus tard des histoires comme celle-ci. Bah, c'est un beau mélange de tout ce que j'ai pu faire, hein, de raté ou de réussite, mais c'est un beau mélange. Plus on a de blocages, plus on trouve d'armes pour contrer à ces blocages. Donc c'est un mal pour un bien. Donc là, on est à l'étape de storyboard et toi, tu commences différemment de ce que j'ai pu voir. Tu commences par mettre les textes en premier avant même de commencer le dessin. Pourquoi tu fais ça? Avant je commençais pas de cette manière, je commençais d'abord par mettre les cases, les dessins et ensuite à la fin je mettais les textes. Mais on se rend compte qu'en fait, des fois ça pose certains blocages, comme quand tu dois enlever des morceaux de dessin parce que t'as pas assez de place pour remettre du texte, ou alors changer toute une composition parce que la bulle prend trop de place ou qu'elle va pas naturellement. Donc au final j'ai commencé à faire cette méthode. Puis déjà c'était plus pratique, mais hormis le fait que ce soit plus pratique, ça me libère plus d'inspiration. Et je vois plus le rythme du manga défiler à travers les bulles. Donc au final c'est une méthode qui qui me donne plus d'idées de composition tout simplement en fait. Et là, on voit que pour les décors, tu vas les dessiner assez rapidement avec très peu de détails, alors que lorsque tu vas aborder les visages, tu vas te concentrer un petit peu plus et y mettre plus de détails. Donc est-ce que dans cette étape de storyboard, toi, tu préfères te concentrer sur les détails du visage et des émotions? J'adore dessiner les émotions, j'adore, c'est ce que je préfère de base. Mais par exemple pour les décors, j'ai pas forcément besoin de beaucoup détailler parce que je le ferai pendant l'étape du crayonné. Les décors c'est vraiment quelque chose qui prend du temps on va dire, donc ça sert à rien de le faire en deux trois exemplaires. Par contre les émotions, ça j'ai bien envie de les placer pour savoir dans quel état d'esprit on va être sur la planche. Donc là, vu que c'est des mangas d'horreur, c'est encore plus impactant. Et les personnages ont besoin d'avoir ces émotions qui retranscrivent encore mieux les scènes d'horreur et la peur ou la tristesse. Et en plus, je préfère dessiner ça, donc forcément, je vais m'amuser dessus. Et toi, tu as une manière assez spéciale d'aborder le storyboard. Tu le fais en deux parties. Donc une première où tu vas mettre les grandes idées pour pouvoir les garder, les mémoriser. Et une autre où tu vas venir un petit peu plus détailler sans que ça rentre dans l'étape de crayonner. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu cette méthode de travail ? Ouais, du coup, je fais en deux étapes. La première étape, comme tu as dit, c'est vraiment, on a des idées qui passent par la tête et j'ai pas envie de les oublier. Donc, au lieu de commencer un storyboard, m'attarder sur une case et après oublier la composition que je voulais faire, je vais d'abord faire les plans et la composition des cases que j'ai en tête. Donc, c'est vraiment pas détaillé, c'est juste pour pas oublier. Une fois que j'ai ces cases, là, je vais pouvoir mettre un peu plus de détails. Par exemple, pour les décors, je vais essayer de voir si ça va être des décors où il y aura pas mal d'aplats de noir, à quelle ambiance je compte mettre, etc. Et forcément, donc comme on a dit, tout ce qui est personnage, émotion, je vais essayer de mettre plus de détails, malgré ce qu'on pourrait
croire, c'est pas un crayonné. Il y a quand même assez de détails, mais c'est justement pour l'étape des crayonnés, c'est une préparation qui me permet de pas avoir à créer le dessin pendant le crayonné. Il y en a beaucoup qui créent le dessin pendant le crayonné, moi je le crée pendant le storyboard. Comme c'est ma partie préférée, j'ai pas envie d'être trop dans la réflexion, je veux juste m'amuser et pouvoir en fait profiter du dessin sans avoir à le créer vraiment. Et avec cette manière de fonctionner, est-ce que tu retravailles tout de même tes storyboards? Bah, les storyboards, en fait, c'est vraiment la partie où tu peux le plus manipuler, remanipuler les pages. Donc, justement, c'est pour ça que je fais cette transition, cette étape entre storyboard et crayonné. C'est pour que je puisse avoir vraiment quand même une vision d'ensemble et que je puisse malgré tout pouvoir me permettre de modifier sans que j'ai à changer le crayonné où je me suis vraiment attardé. Parce que retravailler un crayonné, bon, ça prend quand même plus de temps. Donc cette étape transitoire, elle est vraiment pratique. Donc par exemple, on peut voir que pour cette double page même, j'avais déjà fait ce storyboard un peu détaillé et qu'en fait, c'était pas du tout la composition que j'avais en tête et j'étais pas du tout satisfait. Donc j'ai préféré tout simplement tout supprimer. J'ai tout supprimé et j'ai refait une composition qui me convenait plus. Et comment tu fais pour t'inspirer durant ta phase de storyboard? Déjà, moi, faut savoir que les storyboards, c'est la partie que j'aime le moins. Franchement, si je pouvais m'en passer et faire des planches sans faire les storyboards, je le ferais. D'ailleurs, il y a pas mal de mangas, de pages que j'ai fait sans faire de storyboard, tout simplement parce que cette étape, elle me fatigue. Elle me fatigue. Du coup, j'essaie d'être le moins distrait possible. Je mets ma musique. J'ai à peu près des OST que je sais, des musiques que je sais qui vont m'inspirer. Pas trop de distractions extérieures. Et j'essaie de faire vraiment le plus vite possible tout ce qui est inspiration, référence, etc. Je le ferai vraiment soit à l'étape du crayonné quand je saurai vraiment quoi dessiner, ou alors à cette étape-là de l'intermédiaire entre le premier storyboard et le crayonné. Mais l'étape vraiment de création des plans, des cases, etc. Elle est laborieuse, j'aime pas du tout cette étape, donc je préfère vraiment m'isoler et en finir le plus vite possible en fait. Et du coup, t'as des inspirations pour tes personnages ou pas? En termes de dessin, en tout cas, moi j'ai toujours été influencé par Takeshi Obata. Ok. Après, j'ai beaucoup d'autres inspirations, mais là, sur ce manga-là, en tout cas, c'est vrai que Obata, c'est... après, depuis petit, hein, vraiment. Au début, c'est vraiment quelqu'un qui m'avait marqué, maintenant, c'est carrément instinctif, en fait. J'ai certains réflexes et je peux plus dessiner autrement. Mais un mangaka que j'aime beaucoup aussi, c'est Naoshi Komi de Nisekoi, qui n'a aucun rapport avec l'horreur, avec le style de manga sombre que je peux dessiner là. Mais non, c'est vraiment un mangaka que j'aime beaucoup. Et pour celui-là, c'est vrai que Junji Ito m'a quand même pas mal inspiré. Je saurais pas dans quoi, j'avoue, mais je sais que ça m'a pas mal aidé, quoi. Même Dans l'ambiance, peut-être? Même peut-être, franchement, je saurais pas. Peut-être un petit peu dans l'ambiance, mais quand on va voir mes planches, c'est pas du tout les mêmes styles de planches. Mais c'est vrai que j'ai quand même, non, j'aime beaucoup Junji Ito aussi. Et là, du coup, t'ajoutes les ombres? Ouais, j'essaie de voir, vu que ça va être un manga où il y aura quand même pas mal de trames et pas mal d'aplats de noir. Beaucoup d'aplats à faire, donc ça donne déjà une idée pour les prochaines planches, pour certaines scènes aussi. Par exemple, là, vu que c'est un manga qui va être assez sombre, je vais pas hésiter à faire des vêtements pas mal noirs. Et en plus, vu que ça se passe dans une école, ça sera des uniformes, donc ils seront tous à peu près dans ce dress code noir. Est-ce que dès la phase de création, tu penses tes chara-design de façon à ce qu'ils correspondent à une histoire de ce type ou à un genre prédéfini? Bon, c'est un peu comme les étapes de création, j'ai pas vraiment de réflexion quant à ça. C'est pas comme si je créais un manga de combat où les chara-design vont devoir être spécifiques, avec vraiment des designs assez extravagants. Là, c'est vraiment... Je vais faire en sorte d'avoir des personnages assez simples, assez vulnérables en fait dans leur design. Moins ils ont d'éléments extérieurs, moins ils ont d'éléments impressionnants, plus ils seront vulnérables à l'horreur, plus ils seront comme vous et moi en fait. Est-ce que ce personnage, par exemple, il pourrait figurer dans un shonen? C'est pas forcément le héros de shonen
qu'on pourrait s'imaginer de base. Dans l'inconscient collectif, les gens se disent qu'un shonen, c'est un manga de combat avec des pouvoirs, des épées. C'est le cas, mais shonen, ça veut dire avant tout adolescent, garçon. Donc, c'est le public qu'on vise. Il y a des shonen de comédie romantique, il y a des shonen de sport, il y a des shonen d'horreur. En tant qu'un jeune, un jeune peut s'identifier, pour moi, c'est un héros de shonen. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est un héros de shonen avec un design assez marginal, ouais. C'est pas l'image qu'on se ferait d'un héros de shonen, mais c'en est un. Et tout comme il y a plusieurs types de shonen, il y a plusieurs types d'horreur. Quels sont ceux que tu abordes? Alors, il y a beaucoup de types d'horreur et beaucoup de manières de faire peur. Là, on est dans le manga, donc forcément, faut que je dessine. J'ai envie de dessiner des scènes assez visuelles. Je fais pas de gore. J'aime pas forcément le gore. J'aime pas forcément dessiner. C'est pas mon point fort. Moi, je suis plus attiré vers l'horreur psychologique. L'horreur psychologique, ça va être tout ce qui va découler d'une ambiance, ce qui va découler d'un univers un peu sombre, de situations avec un peu de suspense, où on peut s'identifier aux craintes, où les craintes du personnage peuvent se refléter aux craintes dans la réalité, en fait, tout simplement. Mais du coup, depuis tout à l'heure, on parle de la manière dont tu construis une histoire. Mais toi, de quoi parle ton histoire? On suit l'histoire de Taku. Taku, c'est un garçon qui a, depuis petit, des visions. Il voit des fantômes, en fait. Il voit des fantômes. Ça lui a causé pas mal de problèmes. Il a dû déménager plusieurs fois parce qu'il voyait des fantômes chez lui. Il voyait des fantômes à l'école, un peu partout. En fait, quand il voyait ces fantômes, il voulait les aider. Il y en a qui appelleraient ça les exorciser. Lui, il disait qu'il voulait les aider. Donc au final, ça lui a valu une petite réputation de chasseur de fantômes. Et aujourd'hui, il se retrouve à remettre les pieds dans son village natal, et notamment dans un collège où il y a un certain fantôme qui cause pas mal de soucis, qu'on nomme Lala. Et du coup, son but va être de l'aider ou de l'exorciser selon certains, mais quand il va se retrouver nez à nez avec ce fantôme, il va se retrouver confronté à ce terrible dilemme. Un dilemme qu'on pense pas forcément aussi compliqué, mais un dilemme qui peut torturer, qui peut beaucoup torturer l'esprit. Est-ce qu'il va devoir faire du bien et recevoir du mal, ou est-ce qu'il préférera faire le mal pour recevoir du bien? Hier, on parlait de la manière dont tu avais des idées. Donc toi, c'était le bien et le mal, et Ouais. c'était des idées qui venaient de toi-même, donc des Yes. choses que tu avais vécues ou que tu avais pu voir. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment tu passes de l'idée à la création, que ce soit dans la partie scénaristique ou aux premières esquisses des planches, c'est-à-dire les storyboards. Et pour faire une transition, du coup, comment est-ce que toi, tu transformes les idées de base en un scénario complet, et est-ce que tu aurais une méthode particulière pour structurer les événements? Ok, yes, quand j'ai une idée, en vrai, je sais même pas comment font les autres personnes, mais pour moi, c'est logique en fait. C'est que je prends cette idée, ce concept, prends un personnage qui au début est vide de sens, il est pas forcément spécial, il a rien, pas forcément de background ou quoi. Et en fait, je vais faire en sorte que le concept s'abatte sur le personnage, et le personnage va être victime du concept. Il va le subir en fait. C'est à partir de ce moment-là où je vais me visualiser un passé, un futur et des péripéties, et tout ça, je vais le structurer grâce à ce qu'on appelle le Kisho Tenketsu, qui est propre au manga, mais dans la littérature, ça s'appelle le schéma narratif, si je dis pas de bêtises. Et c'est tout ce qui est situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, éléments de résolution et conclusion. Donc tout ça, c'est bien pour mettre toutes ces petites idées de manière chronologique et cohérente en fait. Mais du coup, comment est-ce que tu sais que les idées que tu vas supprimer, elles sont peut-être bonnes ou mauvaises? Ça veut dire, est-ce que quand tu vas prendre une idée et que tu vas la jeter, est-ce que tu es sûr que c'est une mauvaise idée? Ou quand tu vas garder une idée, est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? Ok, ça c'est cool parce qu'en fait, déjà faut savoir en vrai, aucune idée est bonne, aucune idée est mauvaise. Mais par contre, une idée elle va peut-être pas correspondre à ce manga-là, à ce moment-là précisément, ou tout simplement pour cette auteur-là. Moi, on va dire c'est une petite technique, mais je me dis, j'essaie de supprimer et je vois jusqu'où je peux supprimer. Sans trop exagérer, mais par exemple, il y a certains dialogues que je peux supprimer, ou alors je peux les condenser, les fusionner. Par exemple, certaines cases aussi que je peux condenser, fusionner. Au lieu de faire ça en 3 cases, il y a des fois des scènes, si le personnage marche, il y en a beaucoup qui auront tendance à montrer pas par pas le personnage qui marche, alors qu'en vrai, dans le manga, il faut aller d'un point A à un point B. On comprendra en fait avec les images. Donc, on a des fois pas besoin de mettre certaines choses. Et il y a certaines choses, par contre, que tu vas vouloir supprimer. Donc, ce sera soit à l'histoire, soit au dialogue, que quand tu les supprimes, l'histoire va plus être cohérente ou il va y avoir quelque chose qui cloche.
Et là, c'est des moments clés que tu peux pas supprimer. Et du coup, tu parlais de dialogue, mais toi, quelle est la place du dialogue dans le scénario? Ok, le dialogue c'est important, c'est pas quelque chose de superflu, faut pas avoir tendance à vouloir mettre des dialogues par-ci par-là juste parce qu'on a des bulles et qu'il faut les utiliser. Non, en vrai le dialogue c'est un outil, donc surtout pour les one-shots, moi j'essaie d'utiliser des dialogues assez concis et qui soient assez explicites. Par exemple pour l'introduction c'est très important de mettre directement poser les bases, d'utiliser certes les dessins mais aussi les dialogues pour bien mettre le lecteur en fait dans l'univers. Mais après, faut pas trop en abuser. Faut pas trop en abuser et surtout par exemple pour le manga d'horreur là que je suis en train de faire, il y a des moments où le dialogue je vais vraiment économiser et laisser plutôt le dessin parler, plutôt la composition parler. Comme dans un film, des fois il y a des moments où il n'y a pas de dialogue, il y a juste des musiques derrière et ça fait vraiment, c'est aussi la force du manga, il faut se servir de ça aussi. Du coup, justement, est-ce que toi, tu vas privilégier le silence et l'atmosphère dans certaines scènes pour renforcer le côté horrifique? Le silence c'est archi important, surtout dans l'horreur. Il y a par exemple quand on parlait de schéma narratif, donc dans la situation initiale, au tout début du manga, ça va être une atmosphère plutôt légère. Donc il y aura des dialogues bien sûr qui servent, pas des dialogues futiles. Et plus on va arriver vers l'élément perturbateur, on va voir que la tension va monter. Et en fait le lecteur va le voir inconsciemment, mais pendant les storyboards, je sais que je mets moins de texte. Je sais que petit à petit, on va se rendre compte que les bulles vont diminuer et qu'on va laisser plutôt place au visuel, à l'ambiance, comme si dans un film il y avait une tension, un suspense et une musique qui montait sans qu'il y ait forcément de texte. Donc ça ralentit un peu le rythme et ça laisse place des fois, par exemple, au climax de la scène, des fois même carrément des pages ou des doubles pages où il y a zéro texte. Aujourd'hui, on est dehors. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? J'adore sortir la nuit, j'adore la nuit. Quand tu restes trop enfermé, c'est pas productif. Des fois, je sors, j'ai les écouteurs. Il n'y a pas grand monde là, il est quoi? Il est minuit, plus de minuit. Il n'y a pas grand monde, c'est assez calme. Tu mets tes écouteurs. Si tu veux écrire, ça t'inspire. Ça fait du bien des fois. Faut se retrouver avec soi-même, c'est important. On est dans un environnement qui t'inspire, l'un des meilleurs pour pouvoir parler de toi. Donc si tu devais résumer qui est Mukashi en quelques mots, tu nous dirais quoi? Mukashi, ça vient de Mukashi. C'est ce qu'on dit au début des contes au Japon. C'est comme il était une fois, tout ça. Donc Mukashi, j'ai coupé ça. Et Mukashi, du coup, c'est celui qui raconte les histoires. C'est le conteur d'histoires. Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été tes premières expériences avec le dessin? Ok, j'ai toujours dessiné en fait. J'ai toujours plus ou moins touché un crayon. Bon, comme les enfants touchent des crayons. Hein. Mais je recopiais un peu. Mes parents ont grandi avec le Club Dorothée. Donc j'ai déjà un petit contact avec les mangas, le Japon et tout. Mais ma première histoire, je l'ai créée, je crois que j'avais 11 ou 12 ans. Donc c'est à ce moment-là où j'ai vraiment voulu inventer des choses et pas juste dessiner, copier des petits trucs. Et quand est-ce que tu as commencé à dessiner sérieusement? C'est à cette époque-là, hein, c'est au début du collège. J'avais quoi, 11-12 ans. J'avais déjà créé mes premières histoires, mais j'étais tombé sur un manga qui s'appelle Bakuman. Et ceux qui ont vu ce manga-là savent que ça peut faire des ravages. Quand j'ai lu Bakuman, en fait, j'ai compris c'était quoi dessiner des mangas. Certes, c'est un manga, mais c'est quand même malgré tout assez fidèle à certains points. Donc quand t'es petit, que tu tombes sur Bakuman et que tu passes tes journées à dessiner, tu comprends plus ou moins ce que tu fais, où tu veux aller, et ça te trace un petit chemin en fait. Donc à ce moment-là, je savais où aller. Et qu'est-ce qui t'a motivé à poursuivre le manga? Le jump, à la base c'est le jump. Quand j'ai découvert Bakuman, en fait j'ai vu d'où ça venait, tous ces mangas que j'aimais bien. Et j'ai vu que ça venait d'un même seul et unique magazine, donc le Shonen Jump. Donc je me suis dit, si un jour j'ai un dessin à moi qui est dans ce magazine à côté de tout ça, c'est un délire. Donc j'ai dessiné et fallait qu'un jour je sois dedans. Du coup, tu as dessiné, tu as regardé Bakuman, mais à partir de ce moment, comment est-ce que tu faisais pour t'améliorer? En fait, l'équation elle est très simple. Pour être dans le jump, il faut faire des mangas. Il faut faire des bons mangas. Donc, je voulais juste faire des bons mangas. Je voulais faire des pages, faire des one-shots parce que je pouvais pas avoir une série. Donc, ce qui était le plus facile à faire, c'était des petites histoires courtes, donc de 30 pages, etc. Donc, je bombardais, je faisais que ça. Et je voyais que j'arrivais pas à faire des décors. Donc, j'ai appris la perspective. J'arrivais pas à dessiner de l'anatomie. Donc, j'ai lu des livres d'anatomie. Je recopiais. En fait, c'était une obsession. Donc, en fait, tout ce qu'il fallait, c'était que j'arrive à retranscrire ce que j'avais dans ma tête sur des pages, en étant libre,
sans galérer parce que j'arrivais pas à dessiner telle ou telle chose. Donc c'était une obsession. Je me suis entraîné, je dessinais, j'ai fait des one-shots et des one-shots. Et franchement, le mouvement, ça crée des résultats. Il faut juste agir. Ce qui t'a motivé à poursuivre le manga et à t'y mettre sérieusement, c'est le Jump. Et justement, on a un petit livre. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est le fameux Shonen Jump. Celui-là, il est un petit peu particulier en plus parce que c'est la première fois du coup que j'ai été dedans. J'ai gagné un petit prix. J'étais dans les finalistes d'un concours. Donc mon fameux dessin a été dedans. C'est un jump un peu spécial, j'avoue. C'est une pièce du puzzle assez importante. Tu as été publié dans le Shonen Jump à 21 ans. Comment cette expérience t'a-t-elle influencé en tant qu'artiste? Ça m'a pas vraiment influencé pour être honnête. Ça m'a surtout débloqué. On va dire que quand tu vois ton dessin dans le jump, tu te dis qu'en fait c'est pas si lointain. On a l'impression que les choses sont lointaines des fois. Mais en fait tout est accessible. Tout est accessible. T'es pas à ton premier coup d'essai avec le Jump, tu as déjà eu quelques expériences avec ce milieu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Mes premiers contacts avec le jump, c'était à mes 15 ans, 16 ans. Donc c'est là où j'ai participé à mes premiers concours. On en parlera peut-être plus tard, mais j'ai envoyé quelques one-shots par la poste. C'était marrant, mais mon premier vrai contact avec un éditeur du Shonen Jump, c'était à mes 18 ans tout pile. J'ai pris rendez-vous avec un ami sans vraiment faire exprès en fait. Je voulais juste appeler le Jump à la base pour savoir comment faire pour envoyer des pages. Donc j'ai dit à l'éditeur que j'avais des pages pour voir comment ça se passait en fait. Sauf qu'à la fin, faut savoir déjà que j'avais fait des études de japonais au lycée, ce qui m'a permis d'un petit peu avoir cette conversation avec l'éditeur du Jump. Sauf qu'à la fin du one-shot, l'éditeur m'a dit dans un mois, vous avez rendez-vous au Jump et présentez-moi vos pages du coup. Sauf que en fait, le problème, c'est que quand je lui ai dit que j'avais des pages, en fait, on n'avait pas de page, on n'avait vraiment aucune page. On a juste voulu voir comment ça se passait. Sauf que maintenant, on était dos au mur, donc on avait un bon mois pour s'inventer un one-shot chacun, mon ami et moi, et le traduire. Donc trouver une traductrice. D'ailleurs, je la remercie beaucoup. C'est Sawako qui nous a aidés, moi et mes collègues. Donc sans elle, on n'aurait pas pu y arriver non plus. Donc voilà. Et au final, on s'est retrouvés face à l'éditeur. Donc à cette époque-là, mon premier éditeur, c'était celui de Kimetsu no Yaiba. Mais ça en est suivi une longue série de chargés d'édition. J'en ai eu, je crois, 4 ou 5 en tout. Tu as travaillé avec plusieurs éditeurs du Jump. Qu'est-ce que tu as appris en travaillant avec? J'ai tout d'abord appris que le dessin dans le manga, c'est pas le plus important. Tant que tu arrives à raconter ce que tu as envie et que tu es clair dans tes pages, le dessin, c'est pas aussi important qu'on pourrait le croire, ok? Déjà. Ensuite, j'ai appris beaucoup au niveau de l'écriture, des personnages et de comment mettre en place un univers, comment ne pas être superflu quand on crée des univers, comment faire évoluer un personnage. Les personnages, c'est vraiment l'élément, c'est la pièce la plus importante du puzzle quand tu fais un manga pour le Shonen Jump. Pour les autres éditeurs, pour les éditeurs français, je ne sais pas du tout, je ne vais pas me prononcer. Mais en tout cas, pour le Shonen Jump, je sais que c'est là où ils mettent vraiment l'emphase. C'est les personnages et comment le personnage évolue dans ton manga en fait. Tu as participé à plusieurs concours à tes 15-16 ans. À 21 ans, tu as été publié dans le Jump. Mais tu as une anecdote assez particulière avec un magazine assez prestigieux qui est le Tezuka. Est-ce que tu peux nous en parler? Ok. Donc j'avais 15-16 ans, j'avais aucune expérience avec le Jump, j'ai fait quelques petites pages avant, donc je m'entraînais, je faisais 2-3 histoires, mais je voulais vraiment passer à l'étape supérieure, donc je me suis dit le meilleur moyen pour me rapprocher du Jump, c'est de faire des concours, et à ce moment-là, il y avait le prix Tezuka, donc c'était le concours le plus prestigieux du Jump, et je me suis dit, bon la deadline elle était dans 1 mois, mais je me suis dit, c'est une occasion, faut pas que je la rate. Là j'étais vraiment pressé, j'étais obsédé par ça, donc je me suis dit, il faut que je fasse un one-shot. Mais si je vais être sûr de gagner, ou d'avoir quelque chose en tout cas, je vais faire 2 one-shots. Donc je me suis chauffé et j'ai bombardé, j'ai fait 2 one-shots en 1 mois. Je les envoie par la poste du coup, parce que je dessinais sur des planches à l'époque. Donc je les envoie et les résultats ils étaient dans 3 mois environ. J'attends, il n'y a pas de résultat, pas de réponse, rien. Je me fais une raison, je me dis c'est fini, il n'y a pas de... Mais bon, enfin, j'ai dépensé toutes mes économies dans le matériel, dans la traductrice, c'est pas grave. Et anecdote, c'est qu'un des 2 mangas, il s'appelait Loser. Donc je me suis dit, c'est le destin, il était fait pour perdre, c'est pas grave, tant pis. Donc je continue mon petit chemin jusqu'au jour où je vais directement voir cet éditeur à mes 18 ans.
Donc je lui présente mon one-shot qui n'a aucun rapport, c'est un autre, tout autre style, etc. Et en lisant mes pages, il me dit mais dis-moi, Mukashi, t'as pas déjà participé à des concours par hasard? Ou t'as pas contacté le Jump ou je sais pas? Moi, sur le moment, j'oublie, moi ça fait longtemps, donc j'ai dit non, je sais pas de quoi vous parlez, je vois pas de quoi vous voulez parler. Puis il me dit mais si, un Tezuka par hasard, un Tezuka, quelque chose comme un Tezuka. Et moi je regarde, je commence à rigoler, je fais mais oui peut-être, je lui montre les pages du coup de ce one shot loser et il me dit oui c'est ça, c'est ce one shot là, donc t'as déjà participé et tout, j'ai reconnu ton style. Donc déjà ça m'a un peu flatté, mais j'étais un peu, je me questionnais, je me dis pourquoi il me parle de ça déjà, c'est fou. Et il me dit on voulait t'appeler, on a voulu t'appeler parce qu'en fait t'étais dans les finalistes. Déjà je comprends pas, donc déjà je me dis 4 ans plus tard il me dit ça, bon. Et en fait le truc qu'il m'a dit c'est qu'il m'avait pas eu au téléphone parce que j'avais pas mis mon bon numéro de téléphone en fait. Donc sur le moment on a tous rigolé dans la salle de réunion, c'était très drôle. J'avais un peu envie de mourir mais c'était très drôle. Et au final le One Shot Loser a failli gagner Enfin j'étais dans les finalistes mais il n'a pas perdu donc c'était bien son destin je pense. Et en parlant de cette rencontre avec cet éditeur, est-ce que les conseils des éditeurs japonais ont changé ta manière de voir le manga? Ouais bien sûr, forcément quand tu travailles avec des éditeurs, déjà que ce soit en France ou au Japon ça change, mais surtout au Japon c'est quand même assez strict. C'est assez strict et il faut faire juste attention de ne pas trop se formater en fait au conseil des éditeurs. Ça a été un petit problème aussi que j'ai eu, c'était je voulais vraiment convenir aux exigences du Jump. Donc en fait je me prenais beaucoup la tête. Mais c'est ce qui m'a valu de faire pas mal d'autres concours pour me débrider on va dire. Puis j'ai changé d'éditeur, j'ai eu d'autres méthodes. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça crée des nouvelles situations et ça débloque beaucoup de choses aussi. Beaucoup d'opportunités au niveau de la création qu'on saisit pas forcément avant d'avoir des éditeurs. Ton parcours, il inclut le Japon, donc il y a une grande emprise du Japon sur ta manière de dessiner, c'est ce qui t'a fait arriver dans le Jump, faire tous ces concours, faire tous ces mangas. Mais est-ce que tu aurais des inspirations hors Japon, hors manga? C'est vrai qu'en France déjà on a certaines fois un peu de mal à assumer le fait de s'inspirer du Japon où on veut toujours mettre la patte française ou... Moi j'avoue que je me suis jamais posé cette question en fait. J'ai grandi avec des mangas japonais, j'ai été inspiré par le mode de création japonais, donc en fait sans filtre et sans gêne, j'ai toujours assumé le fait je voulais pas marcher dans les pas de la France malgré tout, mais c'est juste ma manière en fait d'appréhender la chose. Mais mes inspirations par contre elles peuvent venir un peu de partout. Moi je suis inspiré par la musique. La musique je peux pas créer sans musique, je peux pas dessiner sans musique, je crée à partir de la musique. Mais aussi le cinéma. Beaucoup de mes mangas sont influencés par les œuvres qui m'ont marqué en fait. Des films qui restent. J'ai quelques films et on voit que ça me suit un petit peu. Quelques codes, quelques manières de faire en fait. Donc ouais, cinéma et musique. Et qu'est-ce que tu veux transmettre au final à partir de ton ancrage? On arrive à la fin du documentaire, donc on t'a suivi de l'étape de l'obtention de l'idée à l'étape d'ancrage, où on aura ta page finale. Est-ce que tu aurais un petit bilan ou un petit conseil à donner à ceux qui nous auront écoutés jusque-là? Si on devait faire une petite conclusion, quand on fait des pages, c'est beaucoup de choses à prendre en compte, c'est beaucoup de choses qui demandent de la réflexion et qui peuvent paraître laborieuses. Les moments où j'ai été le plus productif, où j'ai le plus profité de toutes ces étapes sans me mettre de barrière, c'est vraiment les moments où on se pose pas de questions. Souvent on se pose beaucoup de questions, ouais, est-ce que l'histoire elle va tenir en telle page? Est-ce que cette page le dessin est bien fait? Comment ça va rendre à l'ancrage? J'ai du mal avec ce genre de procédé. Je préfère vraiment quand on profite du voyage, on dessine sur le moment présent. C'est pour ça que mes crayonnés, mes storyboards ont l'air un peu détaillés, c'est parce que sur le moment, en fait, je m'amuse, on va dire. Donc quand je m'amuse, je vois pas forcément ça comme une contrainte. Moi, je pense qu'il faut juste pas voir ça comme un défi et juste comme une partie de plaisir. Et au final, même si là, le rendu de certaines histoires peut paraître pas satisfaisant, pour des personnes soit qui débutent ou quoi, après on est toujours perfectionniste. Moi j'étais très perfectionniste, mais s'il y a un truc à retenir, c'est que il faut juste créer. Il faut juste créer. Si ceux qui veulent être mangaka, il faut juste qu'ils fassent des mangas, pas trop réfléchir,
et l'apprentissage viendra normalement en fait. Mais il faut juste pas avoir peur de créer, de finir une histoire, même si elle n'est pas forcément satisfaisante à la fin. Faut juste se dire que c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas la dernière histoire. On a qu'à repartir sur une autre histoire. Et on refait, on refait, on refait, on refait. Et au final, c'est comme ça que. En tout cas, c'est ce que m'a appris le travail avec le Jump. Et c'est qu'en vrai, le manga, ça va vite. Le manga, ça va vite. C'est quelque chose qui se lit et qui se jette et qui se relie et qui se rejette. C'est des magazines qui sortent toutes les semaines. Donc on peut pas passer 30 ans à réfléchir à juste une case. C'est des névroses qui vont faire perdre du temps et qui vont faire perdre le plaisir de dessiner. Donc même quand c'est galère ou quoi, dites-vous juste que c'est pas fini. Au Waranai. 静けさの中涙が落ちた誰かのために手を差し伸べたでも帰るの痛みと嘘運命はなぜ私を